On va voir ici la notion de travail. La notion de travail au sens physique du terme, bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est que le travail au sens physique du terme? Eh bien, c'est tout simplement la forme d'énergie la plus fondamentale. C'est la forme d'énergie qui est illustrée ici avec cette photo d'une dame en train d'effectuer la lessive à la main. Il est clair qu'elle dépense de l'énergie. De l'énergie, pourquoi? Parce qu'elle exerce une force et que cette force engendre des déplacements ici qui sont nécessaires pour nettoyer le linge. C'est la combinaison de cette force et de ce déplacement qui fait que cette dame dépense de l'énergie. C'est force et déplacement qui conduit donc à l'énergie. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu dans la vidéo introductive à la notion d'énergie. J'avais clairement montré que toutes les formes que peut prendre l'énergie résultent en fait de l'action de force et de déplacement. On avait vu ça de manière évidente avec l'énergie mécanique. Quand on monte sur un vélo, on appuie sur les pédales se déplacent. C'est ça qui nous fait dépenser de l'énergie. On avait vu ça avec l'électricité. On avait vu que pour créer des courants électriques, il fallait déplacer des fils de cuivre dans des champs magnétiques, ce qui demande des forces et des déplacements, bien sûr. Et on a vu que le courant peut être récupéré, par exemple, dans un fer à repasser, sous forme d'une énergie qu'on pourrait appeler électrique, et que cette énergie électrique peut se transformer en chaleur. C'est le cas du fer à repasser, en tout cas. Et on avait vu, dans la vidéo introductive, que la chaleur peut aussi s'expliquer en termes de force et de déplacement à l'échelle microscopique. Là, ce sont les électrons qui arrivent ici, qui peuvent collisionner avec les atomes. Qui est ici quelque part dans le fer à repasser et qui provoque l'échauffement. Alors à l'échelle microscopique, on trouve également l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est l'exploitation de force et de déplacement à l'échelle du noyau atomique. Il y a une énergie terrible là-dedans. On a l'exemple de l'avion ici, où l'on retrouve de l'énergie mécanique de manière évidente. La force des moteurs engendre le déplacement de l'avion. Et là, on sent bien cette notion d'énergie qu'il faut. C'est de l'énergie mécanique, ce sont des forces combinées à des déplacements, exactement comme pour le vélo. Alors là où c'est moins évident, c'est dans l'exemple ici de l'onde électromagnétique émise par ce petit téléphone portable. Elle transporte de l'énergie de manière évidente, puisqu'on va pouvoir la détecter ici, cette onde. Elle engendre donc des forces sur des électrons dans un circuit récepteur. L'antenne réceptrice ici va subir des forces. Et on peut montrer que cette énergie trouve son origine elle-même dans des forces et des déplacements. Ce sont les forces ici exercées sur les petits électrons qui déplacent donc ces électrons qui sont à l'origine de cette onde. Bref, on voit que force et déplacement sont bien à l'origine de la notion d'énergie et il est donc très important de comprendre le lien qui existe entre force, déplacement d'une part et énergie d'autre part. Alors pour adresser ce problème, je vais procéder par expérience de la pensée. En fait, ces expériences, je vais les faire devant toi, plutôt sous forme d'expériences virtuelles donc, mais tu pourrais très bien les répéter toi-même en les imaginant dans ton esprit. C'est ce qu'on appelle donc une expérience de la pensée. Alors l'expérience de la pensée est une démarche scientifique en tant que telle. Elle a été beaucoup utilisée dans l'histoire des sciences pour construire les connaissances actuelles. Mais bien souvent, les savants procèdent par expérience de la pensée. Quand les choses sont suffisamment simples, on peut le faire. Et une expérience de la pensée peut conduire à des résultats qui sont tout à fait valables. Tu t'en rendras compte à la fin de ce petit exposé. Donc voilà, pour une expérience de la pensée, ici je vais considérer une masse. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une masse? Donc c'est ce bloc ici qui est dans le champ gravitationnel terrestre et qui a donc un certain poids. Un certain poids, pourquoi? Parce que j'ai besoin de force. Et donc je vais déplacer ce poids, et pour déplacer ce poids, je vais devoir exercer une force qui vient compenser ici son poids. C'est d'ailleurs ce qui se passe maintenant. Si ce poids ne tombe pas dans le champ gravitationnel sous l'effet de son poids ici, c'est tout simplement parce qu'il est porté par la table. La table exerce une force qui compense exactement son poids. Et moi, ce que je vais faire ici, c'est tout simplement porter moi-même le bloc pour venir le déposer au-dessus de la petite colonne que je viens de faire apparaître ici. Alors ça, je peux le faire tout de suite. Je prends ici le poids, donc c'est moi qui vais exercer la force indiquée par la flèche rouge ici. Voilà qui est fait, je le lève et voilà. Voilà qui est fait. Alors pour ça, bien sûr, j'ai dû dépenser un certain travail, une certaine énergie que je vais appeler W. Alors pourquoi W? Parce que W est la première lettre du mot work en anglais qui veut dire travail. Alors nous, on est des francophones. Pourquoi ne pas utiliser la lettre T? C'est tout simplement parce que T est déjà la lettre qui est choisie pour désigner la température, qui est une grandeur physique importante. Et donc on va bien garder le T ici pour la température. Donc pour le travail, on va choisir la lettre W, comme c'est indiqué ici. Le travail que j'ai effectué
va tout simplement donc être désigné par cette lettre. C'est le travail que j'ai effectué avec mon bras il y a quelques secondes. Et mon but maintenant, c'est de faire de la modélisation mathématique. Je voudrais établir un lien mathématique entre ce travail et la force et la longueur du déplacement que cette force a engendré. Il est clair que l'énergie que j'ai dépensée ici est fonction de la force que j'ai dû combattre ici avec mon bras et est fonction de la distance que j'ai parcourue. Il y a donc un lien mathématique évident qui va apparaître entre W d'une part et F et L d'autre part. Pour que les choses soient bien claires ici, je voudrais que tu comprennes que je suis à la recherche d'une relation mathématique. C'est ce qu'on appelle de la modélisation mathématique. Par exemple, on pourrait obtenir comme résultat ceci. On pourrait très bien avoir comme lien mathématique entre W, F et L la formule qui est ici, qui dit que le travail serait proportionnel au carré de la force et inversement proportionnel au cube de la distance parcourue. Voilà, il est clair que ce n'est pas du tout ça, ceci est tout à fait faux. On va voir que la relation entre W, F et L est beaucoup plus simple, et c'est ce que je me propose de faire maintenant. Alors pour ça, je vais considérer que la première petite expérience que je viens de faire ici est une expérience de référence. Et je vais dire que ce travail ici est le travail de référence. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien tout simplement parce que je vais faire maintenant d'autres expériences que je vais venir comparer à cette toute première expérience, qui sera donc mon expérience de référence. Okay, donc le petit 0 que je viens de rajouter ici, l'indice 0, W0, il est là pour rappeler que c'est la référence. C'est souvent ce qu'on fait quand on a une grandeur de référence. En sciences, on lui ajoute très souvent l'indice 0. Donc voilà, alors cette expérience de référence qui correspond donc à cette énergie dépensée, correspond à certains paramètres, à certaines valeurs de force et de déplacement que je vais spécifier maintenant. On se rappelle que j'avais un certain poids ici que j'appelle P, c'est par exemple les 10 kg force que pèse ce cube ici. Et donc forcément la force que j'ai dû exercer, c'est la flèche rouge qui est toujours là, c'est F qui est égal à P. C'est évident, c'est tout simplement la flèche qui a exactement la même longueur que celle-ci qui indique que j'ai dû compenser le poids ici pour venir porter ce bloc ici en haut. Et donc, ça c'est la première chose, donc j'ai bien la force ici qui sera égale au poids, j'ai donc bien spécifié le premier paramètre qui va me permettre de lier force et travail. Le deuxième paramètre c'est la longueur du déplacement que j'ai effectué. Ça c'est simple, c'est la hauteur de cette colonne, ce que je veux dire directement ici. Je vais dire que la longueur effectuée, dont j'aurai besoin pour exprimer la formulation du travail là, c'est tout simplement la hauteur de la colonne H. Alors si tu n'es pas habitué au symbole, tu peux te dire que H, c'est tout simplement la hauteur de cette colonne, exprimée par exemple en mètres. Ça peut être une petite colonne de 1 mètre de haut, comme ça H vaut 1 mètre. Peut-être que c'est plus facile pour toi. De même que P, c'est les 10 kg de force que je proposais tout à l'heure. Ce sera donc la valeur de F pour cette petite expérience de référence. Voilà, maintenant que j'ai bien spécifié les choses pour cette expérience de référence, je peux passer aux expériences suivantes. Et pour l'expérience suivante, je vais reprendre la même situation. J'ai redescendu le bloc ici et je vais le remonter maintenant, mais non pas sur une colonne de hauteur H, mais sur une colonne de hauteur 2H. J'ai mis 2 fois le même cylindre ici, donc l'un sur l'autre, de manière à avoir une distance 2H à parcourir. Alors voilà, je vais y aller. Je vais transporter le poids maintenant en exerçant toujours la force P ici sur la hauteur de 2 colonnes. Voilà qui va bientôt être fini. Voilà. Donc pour ça, j'ai dû dépenser une certaine énergie, bien sûr, que je vais analyser maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé quand en faisant cette expérience-là? Je suis déjà passé à une certaine hauteur H. Au moment où j'étais ici, j'avais parcouru la distance H avec le poids P, avec la force P donc exercée vers le haut. Ça veut dire que j'avais dépensé forcément l'énergie de référence. C'est bien la hauteur de référence que j'avais, H avec le poids P de référence. Et puis j'ai continué, je ne me suis pas arrêté là. J'ai continué et j'ai refait à nouveau la distance H, toujours avec le même poids P, la même force P. Et donc j'ai redépensé l'énergie W0. Et donc au total, j'ai tout simplement l'énergie 2W0. 2W0, pourquoi 2W0 on vient de le voir, c'est tout simplement parce que j'ai 2 fois H cette fois-ci. J'ai doublé la longueur sur laquelle la force a été déplacée, et donc il en résulte un travail double. C'est tout simple, on voit qu'une simple expérience virtuelle ou une expérience de la pensée permet de conclure effectivement que le travail est tout simplement proportionnel à la longueur. Si la longueur double, on a doublé la longueur, on est passé de H à 2H, alors le travail
double. Et je peux donc l'écrire tout de suite, je peux dire que le travail est proportionnel à L, avec le petit signe ici de proportionnalité, ce petit sigle ici, veut dire que W est proportionnel à L. C'est-à-dire qu'il signifie tout simplement que quand L double, eh bien le travail double. Quand L triple, j'aurais pu faire l'expérience avec 3 colonnes l'une sur l'autre ici, mais le résultat ça aurait forcément été 3 fois le travail. Quand L triple, le travail triple. C'est bien ça que veut dire ce petit symbole. Voilà, maintenant que les choses sont faites pour la longueur, je vais m'occuper maintenant du déplacement, de la force, pardon. Je vais m'occuper de la force et pour ça, je vais voir donc comment le travail dépend de la force. Alors pour ça, je vais faire varier la force. Alors je vais reprendre l'expérience de référence ici et je vais l'exercer 2 fois. Okay, j'y vais une fois avec le bras droit. Voilà, je monte ce poids jusqu'ici. J'ai donc dépensé l'énergie W0 bien sûr. Et maintenant, je vais prendre celle-ci, ce poids-ci, et je vais faire la même chose avec mon bras gauche. Voilà, mon bras gauche va lever ce poids, hop, voilà qui est fait. Et donc, j'ai dépensé avec mes 2 bras l'énergie W0, forcément, c'est l'énergie de référence que j'avais. Voilà, je considère ça. Je vais maintenant mettre ceci sur le côté, et je vais, cette fois-ci, lever maintenant, toujours sur une colonne de hauteur H ici, je vais lever les 2 poids, mais en même temps. Alors pour les lever en même temps et pour les mettre ici sur cette colonne unique, je vais d'abord prendre la précaution de les coller. Je vais les mettre ensemble, comme ça ils ne forment plus qu'un gros bloc. Alors, bien sûr, maintenant, ces 2 blocs n'en forment plus qu'un, dont le poids sera 2 fois le poids d'un seul bloc, c'est une évidence. J'ai bien le poids 2P ici que je vais combattre. Et ça, je vais maintenant combattre ce poids 2P en portant donc ces 2 blocs avec mes 2 mains, de manière à ce que chacun de mes bras se partage le poids 2P. C'est-à-dire que, exactement comme dans les 2 expériences que j'ai faites l'une après l'autre, mes bras vont dépenser l'énergie W0 tout simplement. Et donc j'y vais, voilà, je vais exercer maintenant la force 2P, mais dans l'autre sens bien sûr, et quand je fais ça, hop, le poids va se lever bien sûr, voilà qui est fait, je lève le poids et je viens le déposer ici. Et donc chacun de mes bras a effectué le déplacement H avec le poids P, c'est-à-dire qu'ils ont chacun effectué l'énergie de W0. Et j'ai donc bien au total, mon corps au total a exercé une énergie qui est W0 pour l'un, W0 pour l'autre bras, et j'ai donc bien 2 W0. Les choses sont toutes simples comme tu peux voir. Je vois que la force étant doublée, le travail est tout simplement doublé. Le travail est donc tout simplement proportionnel à la force. On avait une force P ici pour un travail W0. Quand on est passé à 2P, on a obtenu 2 W0. Et j'aurais pu faire ça avec 3 cubes. On aurait obtenu 3 fois W0. Tu peux l'imaginer très facilement dans ta démarche d'expérience de la pensée. Donc voilà, la conclusion, c'est la même réponse qu'ici. W est proportionnel à L, mais est aussi proportionnel à la force. On a donc 2 lois ici, qu'on va essayer de regrouper sous forme d'une loi. Et ça, c'est très facile. On peut très facilement regrouper ces 2 lois ici en une seule, en définissant le travail tout simplement comme étant le produit de la force et de la longueur. Quand j'ai défini le travail comme ceci, ceci est vraiment une définition, c'est vraiment la définition du travail, on va considérer que l'énergie qui est dépensée est tout simplement le produit de la force et de la longueur du déplacement que cette force a engendré. Alors pour bien comprendre que ceci permet de bien exprimer ces 2 lois de proportionnalité ici, je vais reprendre la situation de la 2e expérience que j'ai faite ici, où la hauteur avait été doublée avec une force qui était restée égale à P. Par rapport à l'expérience de référence, je partais de P, je suis resté avec P ici. Et on peut le faire ici mathématiquement. Je peux dire que F est une constante, et dans cette loi, on voit bien que si F est une constante, elle vaut P par exemple, eh bien on voit bien que le travail sera proportionnel à la longueur. On voit bien que quand la longueur double, si F est une constante ici, le travail va doubler bien sûr. On traduit bien mathématiquement ce qui est écrit ici, ce qu'on avait obtenu à partir de notre expérience de la pensée. Et de même, ici, qu'est-ce que j'ai la longueur H qui est restée constante. Une fois j'ai fait l'expérience de référence, j'avais dépensé l'énergie W0 avec le poids P. Maintenant j'ai 2P et j'avais obtenu 2 W0. Avec L constant, quand L est constant, je vois que quand la force double, j'ai bien ici un doublement du travail. Le travail est proportionnel à la force quand la longueur est constante. On voit bien que cette loi-ci est aussi
vérifié donc par la définition du travail qui est ici. Le travail, c'est F fois L. Voilà. On a donc maintenant la définition du travail. On sait ce que c'est que le travail, c'est-à-dire la forme la plus élémentaire d'énergie qui résulte de force en combinaison donc avec des déplacements. Alors, un petit mot maintenant sur les unités de l'énergie, du travail. C'est très simple. On sait que la force, elle est donnée en newton, c'est l'unité de base pour la force. La longueur, on peut la donner en mètres, bien sûr. On va dire que c'est l'unité de base des longueurs. Et on voit donc que le travail a pour unité des newtons fois des mètres. Et des newtons fois des mètres, c'est ce qu'on appelle des joules. C'est ce qui justifie ici cette lettre J ici. J, tout simplement, pour joule. Joule, pourquoi joule? Eh bien, parce que c'est le nom de James Joule. Et donc, on met ici à l'honneur ce scientifique du 19e siècle. Ici, c'est un scientifique britannique donc du 19e siècle qui a étudié l'énergie en détail. Il a apporté beaucoup. Ses contributions ont été vraiment très importantes pour comprendre l'énergie et les différentes formes que peut avoir l'énergie. Et donc voilà, l'unité entre crochets ici, ça veut dire l'unité de W, c'est ce que j'ai écrit ici. Les petits crochets veulent dire unité de F ici. Les unités de F, c'est des newtons, les unités de L, c'est des mètres. Et les unités du travail ou de l'énergie en général, ce sont des joules. Et qu'est-ce que c'est qu'un joule? C'est 1 newton fois 1 mètre. Ceci signifie que l'énergie de 1 joule peut s'obtenir tout simplement à partir de l'application d'une force de 1 newton sur 1 mètre de long. Si je mets 1 newton ici et 1 mètre là, je vais obtenir 1 quoi? 1 joule. C'est l'énergie. Alors sachant qu'un newton représente à peu près 100 grammes force, tu as une idée de ce que c'est qu'un joule. Il suffit de prendre 100 grammes en main, de le lever de 1 mètre, et tu as tout simplement dépensé 1 joule. Voilà, alors je vais ici conclure sur joule. Pourquoi est-ce qu'on a mis joule à l'honneur avec cette unité? Eh bien, je l'ai déjà dit, c'est parce qu'il a travaillé sur la notion d'énergie, et c'est lui qui a montré notamment l'équivalent mécanique de la chaleur. C'est-à-dire que c'est lui qui a démontré par des expériences que l'énergie calorifique pouvait être vue en fait comme équivalente à l'énergie du travail, à l'énergie mécanique représentée ici par le travail. Alors je ne vais pas du tout rentrer dans les détails ici, bien sûr, ce sera l'objet d'une autre séquence que je t'invite à aller voir, bien sûr. Voilà, donc Joule a travaillé là-dessus. Il a également travaillé sur la conversion d'énergie électrique en chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. C'est ça qui est exploité ici dans ce fer à repasser. C'est donc l'effet Joule, la loi de Joule, qui permet d'exprimer donc l'énergie électrique et de montrer qu'elle est équivalente à de la chaleur, qu'elle provoque donc de la chaleur. Voilà, je n'en dirai pas plus. Je vais terminer donc sur cette universalité de l'énergie que Joule a démontré, et je vais donc terminer ici avec toutes ces représentations des différentes formes de l'énergie qu'on peut trouver, qui trouvent finalement leur origine dans des forces et des déplacements. Ceci me permet d'encore insister sur le fait que le travail est bien la forme la plus fondamentale d'énergie qu'on va retrouver dans toutes les autres formes d'énergie. Voilà, c'est ici que se termine cette séquence. Merci pour ton attention.